Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enquête de Région. Votre émission investit ce mois-ci la faculté de médecine à Lyon pour parler santé avec ce paradoxe en France. Jamais on n'a aussi bien soigné. Les innovations techniques permettent des prouesses sur les tables d'opération. Mais à côté de ça, l'hôpital est en crise, son personnel soignant en plein malaise. Avant de prendre le pouls des étudiants et des professionnels, voici le sommaire de ce nouveau numéro. C'est l'un des services odontologiques les plus performants au monde. Le CHU Estin de Clermont-Ferrand dispose d'un équipement exceptionnel avec une technologie de pointe. Et je suis content d'eux parce que j'ai l'impression qu'ils sont compétents dans ce qu'ils font. Donc je suis tout à fait en confiance ici. À l'hôpital de Sallanches, en Haute-Savoie, le service SOS Gelure a ouvert en 2010. L'hiver dernier, une dizaine de personnes sont venues s'y faire soigner. La plus célèbre d'entre elles, Elisabeth Revol, la rescapée de l'Himalaya. Les gens qui ont des gelures graves et qui ne sont pas traités avec des protocoles adaptés sont généralement amputés. Mais d'abord, c'est un document exceptionnel que nous vous proposons aujourd'hui. La vie de Jean-Michel Schrive est digne d'un scénario de cinéma à peine croyable. L'homme a été greffé des deux bras dans des circonstances étonnantes, preuve de l'excellence lyonnaise en la matière. C'est un document de Farid Haroud. La vie de Jean-Michel Schrive défile comme un scénario de cinéma. À 45 ans, une bactérie, un pneumocoque, va ruiner son corps. Infection du sang, amputation, nécrose du bas du visage. Jean-Michel Schrive aime dire qu'il a eu 3 vies. La vie normale, la vie avec les moignons, puis la vie avec les mains d'un autre. C'est cette 3e existence que nous allons vous raconter. Début de l'histoire, novembre 2016, dans sa ville à Hasbrouck, dans le Nord. En attente d'une greffe depuis 3 ans, Jean-Michel s'offrait une soirée détente, un film sur le don d'organes. Tout d'un coup, le téléphone sonne. Mon portable, il sonne. Je l'avais pas coupé. Il sonne une fois. Je m'en fous. Et ça sonne, puis ça raccroche. Alors après, on laisse des messages, mais on a une demi-heure pour joindre les gens. Je regardais le film Réparer les vivants. Donc, c'était mon film. Et je dis, qui est-ce qui vient me faire chier à cette heure-ci et qui assiste comme ça? Et s'ils n'avaient pas pu le joindre, ça aurait été dramatique. J'aurais envoyé la police, je pense, mais ça aurait été dramatique. Et ma fille a fini par récupérer ce portable pour aller décrocher pour voir qui est-ce qui appelait et qui insistait comme ça autant. Et là, j'ai le professeur Morellon au téléphone. Oui, bonjour, on a un donneur pour votre père. Ah. Je suis tombé sur sa fille qui m'a dit « Je vous passe papa, on est au cinéma ». Au début, c'est la panique. On court tout partout. Dans la précipitation, il faut trouver une ambulance pour aller jusqu'à Lyon. Parce qu'il y a quand même plus de 700 km à faire. Pas moyen d'avoir une ambulance. J'ai téléphoné aux ambulances Chaunaire. Bon, ils avaient une ambulance, mais ils n'avaient pas les chauffeurs. Donc c'est les patrons eux-mêmes qui sont venus me conduire là-bas sur Lyon. Je l'ai accueilli dans le service vers 5h du matin. Il m'a dit que non seulement il regardait ce film sur la greffe et sur le prélèvement, mais au moment où je l'appelle, il est en train d'être dans la scène où le coordonnateur du film va aller voir la famille. Ça, c'est quand même un truc incroyable. C'est un truc incroyable. Et quand je suis arrivé au bloc, là, surprise, il y avait au moins une 50aine de personnes autour de moi qui m'attendaient. Et ça m'a fait chaud au cœur. Et après, le chirurgien responsable de l'opération, c'est-à-dire le docteur Gazarian, il est venu discuter un petit peu avec moi et tout ça. Et ça m'a fait grand plaisir. Comment vous vous sentez? Très bien. Un peu énervé, bien sûr. Un peu énervé. J'y croyais plus trop. Ah ouais. Mais je vais rester optimiste quand même. C'est top. Je croyais plus trop. C'est top. On commence l'opération normalement à 10h sur vous. Okay. Donc dans un peu moins de 2 heures. Ok? D'accord. Allez, c'est top. Pour une durée d'une vingtaine d'heures. Ouais, faut compter comme ça. 6h10, d'ischémie à droite. 5h55 à gauche. En 1, on stabilise le squelette. On fait ce qu'on appelle l'ostéosynthèse. On met les os bout à bout et on les stabilise entre eux avec des plaques et des vis. Une fois que l'architecture est reconstruite, alors on peut
revascularisé. Décompé à 16,39. Regarde la main qui se revascularise. Bravo les gars. Une fois que le membre est revascularisé, alors on est super content. La main va survivre. Ensuite, on va faire en sorte qu'elle survive avec un bon résultat. Et là, on passe du temps à réparer les nerfs. Les nerfs font le pronostic fonctionnel. Les vaisseaux font le pronostic de vitalité, ça va survivre ou pas. Et puis le nerf, il fait le pronostic fonctionnel, il faut en prendre soin. Bon, c'est une belle opération. Bravo les gars. 3 mois après la greffe, Jean-Michel Schrive est présenté à la presse. Un tel exploit chirurgical est rare. L'équipe lyonnaise, leader mondial en la matière, est la seule à réaliser ce genre d'opération en France. C'est la 7e, mais jamais un greffé bilatéral n'a connu autant de complications post-opératoires. Jean-Michel tient à peine debout et se demande s'il sera capable de s'exprimer. Je me rappelle la première nuit que j'ai été greffé, que j'étais conscient que j'ai pleuré toute la nuit de bonheur. Parce que c'était miraculeux. C'était miraculeux de ravoir des mains. Je me suis frotté le visage, les cheveux et tout pendant quelques heures, tellement pour retrouver ces mains que je n'avais plus. Jean-Michel Schrive sera obligé de rester à Lyon pendant 8 mois. Sa longue marche désormais, maîtriser ses nouvelles mains. « 14 mois se sont écoulés depuis l'opération. Du lundi matin au samedi matin, Jean-Michel vit en centre de rééducation à Berck, à 150 km de chez lui. C'est comme s'il commençait sa semaine de travail. Jean-Michel connaît bien les lieux. Juste après ses amputations, c'est dans ces murs qu'il avait réappris à vivre. Le centre Jacques Calvet est un des plus importants de France, 300 lits. Spécialité, les patients porteurs d'affections neurologiques et orthopédiques. Et puis une rareté. Bonjour Jean-Michel, ça va? Bien dormi? Bonjour David. Un greffé bilatéral. Ouais, bien dormi, non? Pas bien dormi. Hop. Alors tous les jours, on regarde un petit peu l'état cutané, voir si on n'a pas de petits points rouges, de petites choses qui pourraient être embêtantes. Oh, bon, on a récupéré. Hein. Ah ouais, 4 heures de kinésithérapie par jour pour stimuler, mobiliser les bras. Allonge là. Ça va? Ah ouais, ça va très bien. On va essayer de ne pas tout casser. Ouais. On va pas être content à Lyon. Hein. Moi, j'ai eu l'appréhension, je le dis souvent, du premier serrage de main. Ça a été particulier parce que je le connaissais avant, quand il est rentré dans la salle et qu'il a fallu... Je ne savais pas si je devais lui serrer la main ou... Enfin, c'était particulier, ça, ce premier contact. Ils sont bien chauds, hein? Ouais. Ouais. Et puis c'est bien souple aussi, je vois. Ouais. Je suis toujours surpris, c'est de l'aspect, la couleur de peau, la cicatrisation qui s'est passée. On voit rien quasiment. On pourrait s'imaginer que c'est quelqu'un qui a eu un traumatisme, comme un autre, que c'est pas une greffe en fait, que ce sont ses mains. Relève. Okay. Pour l'instant, la motricité fine, la sensibilité ne sont pas encore vraiment au rendez-vous. C'est une question de temps, une question de nerfs. Le nerf du donneur, une fois qu'il est coupé, jamais il remarche. Il faut qu'il soit connecté avec le nerf du receveur, pour que le nerf du receveur pousse dans le nerf du donneur, de façon à fonctionner, à apporter la sensibilité et la motricité. Il faut 3 ans pour qu'un nerf donne son potentiel plein de reconstruction. Autre chantier de taille, le cerveau. Il a oublié qu'il commandait autrefois des mains. Pour Jean-Michel, le trou noir a duré 6 ans. Pour retrouver cette mémoire perdue, il faut de la patience. Beaucoup de patience. Les ergothérapeutes appellent cela recorticaliser. Jean-Michel est du genre élève assidu, opiniâtre. Là, c'est sa 2e séance d'écriture. Quand j'étais à l'école, j'écrivais de la main droite parce qu'on m'avait obligé. Quand j'ai été amputé,
J'écrivais avec mes 2 moignons, c'est-à-dire je tenais le crayon avec mes 2 moignons. Et maintenant que je suis regreffé, ben, j'écris de la main gauche. Voilà. Mais c'est très difficile. Parce que j'ai jamais écrit de la main gauche. Et de la main droite, ça va pas. Vous voulez faire un mot? Un mot de quoi? Écrivez. Un mot d'amour pour toi? Non. C'est bien. C'est rare que tu dis que c'est bien. C'est très rare. Je vous laisse vous débrouiller, vous mettez la tête tout seul. Au centre Jacques Calvet, il y a même un appartement thérapeutique pour travailler les gestes du quotidien, comme à la maison. Oh oui, encore une cuillère, Eh, c'est bien. regarde. Très bien, ouais, je vois ça, la prise, c'est pas mal. Hein? Sans aide. Nickel. C'est pas Juste encore, hein. avec un manche un petit peu plus gros. Très bien. On avance, hein? Bah, on avance, hein. Faudrait bientôt manger tout seul. Les ergothérapeutes qui travaillent ici connaissent Jean-Michel depuis 2010. Elles l'ont vu partir vers la greffe, vers Lyon, avec beaucoup de doutes. Est-ce qu'il fait le bon choix, quoi. Surtout ça. Parce que vous avez une telle autonomie avec juste les moignons, sans prothèse au niveau des bras. On se demandait s'il allait gagner la même autonomie avec une fois greffé, quoi. Bon, là, on est quasiment au même stade, hein, je pense, au niveau de ce que vous... Mais j'ai des petites choses en plus. Ah oui. Elle rigole. Elle se frotter. J'arrive à taper. Tout ça. Ben, ces ça en petites plus. choses-là que j'ai en plus, Ouais. ça m'apporte beaucoup. Ouais. Pas la même taille. Après sa journée bien remplie, Jean-Michel regagne sa chambre, la chambre VIP comme il dit, avec vue imprenable sur la plage et sur la vie. Libre, je suis libre. Je conduisais sans les mains, avec les moignons, et là, j'ai le droit de reconduire avec mes nouvelles mains. Et bien sûr, j'ai repassé mon permis pour avoir le droit de conduire. La main gauche, vous voyez, elle commence déjà à prendre le volant et elle veut déjà aider la gauche, elle veut déjà aider la droite. J'ai toujours aimé conduire. Bah, c'était un peu mon ancien travail, hein, conduire. Je conduisais des camions avant. Depuis quelque temps, tous les week-ends, Jean-Michel rentre chez lui à Hasbrook pour une permission de 2 jours. 1h30 de route, et c'est un rendez-vous en terre devenue presque inconnue. La vie normale, sans médecin, sans surveillance. Mais les trucs ils sont faciles parce que mes doigts ils vont pas bien. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous avez pour ouvrir les bocaux qui pourraient aller pour moi parce que. Les bocaux. C'est ça? Ouais, les bocaux, ouais. Mais. Ouais, ça va être un peu dur. Bah, j'ai pas de force sur mes doigts, c'est ça? Fin 2017, un journal local a voulu désigner la personnalité régionale de l'année. Résultat des lecteurs, Jean-Michel Schrive largement devant la Lilloise Iris Mittener, Miss Univers. Retrouver sa ville et surtout retrouver une de ses 3 filles, Laura, celle qui vit avec lui. Un poulet à 8,50 s'il vous plaît. Merci. Merci. Attention papa, tu passes devant madame. Un américain fricandelle et 2 grandes frites. Laura, la fille cadette, a vécu et partagé tous les épisodes. Elle n'avait que 10 ans quand son père a perdu ses jambes et ses bras. Bon bah bon app. Bon appétit. Je me rappelle quand ce que j'ai pensé c'était ça va repousser, c'est pas grave. Quand on m'a annoncé que ça allait enfin qu'il allait être amputé, qu'il allait plus avoir de main. Tant pis, c'est pas grave, ça pousse. Hein. Et ça a repoussé, regarde. T'as vu?
Un rituel rappelle toutefois que Jean-Michel n'est pas un papa tout à fait comme les autres. Plat de Vagraphe, 8 mg. Ça, c'est l'anti-rejet. Qu'est-ce que tu as besoin encore? Là, du Celcept, c'est un comprimé matin et soir, donc 2. Le Solupred pour le lundi. L'amlodipine. Il faut préparer pour la semaine suivante les médicaments qu'il doit absorber. Bon, on regarde combien on en a par jour. Allez. Donc 1, 2, 3, 4. C'est 5, un travail d'équipe, un travail pour la survie, 8, surtout. 2 Advagraph. Je mets 19 médicaments par jour. Si vous faites une greffe à quelqu'un et que vous ne donnez aucun médicament, vous faites que la chirurgie, une semaine après, le greffon est détruit par le système immunitaire. Donc le principe d'une greffe, c'est que vous devez rendre le patient fragile en diminuant sa défense immunitaire pour qu'il ne rejette pas le greffon. Et donc, vous le rendez fragile en diminuant avec des médicaments qui diminuent ses défenses. Et si vous le rendez fragile, il devient malade. Et si vous ne le rendez pas assez fragile, il rejette. Et à la fin, il prend beaucoup de comprimés, mais il vit avec ses greffons. Dans la petite maison de Jean-Michel, il y a toujours le temps pour la chaleur d'un café. Je vais attendre Juju. Je sais pas si tu l'avais dit. Allez, j'avais entendu. Allez. Tout à l'heure. Dans la petite maison de Jean-Michel, il y a beaucoup de rires partagés. Dans la petite maison de Jean-Michel, il n'y a plus qu'une seule photo en papier, lui au jour de l'an 2010. Ouais, c'était 5 jours avant ma maladie. J'y ai laissé mes mains, mes pieds. Trop dur. Ça me fait plaisir de la voir et je suis triste quand je la vois. Parce que j'y ai laissé des plumes, cette putain de maladie. Ce purpura fulminant à pneumocoque là, qui m'a tout bouffé. Maintenant, je suis en phase de reconstruction. Donc, je suis en train de réapprendre à travailler avec ces nouvelles mains qu'on m'a données. C'est pas facile. Mais on va y arriver, on va y arriver. Je peux que féliciter tous ces spécialistes qui ont travaillé sur moi, parce que je leur dirai jamais assez merci. La greffe des avant-bras entre dans la catégorie des greffes dites composites, les plus complexes qui soient, car elles concernent plusieurs catégories de tissus, la peau, les os, les vaisseaux. Une prouesse médicale, fruit d'une longue histoire qui trouve racine avec 2 chirurgiens nés en banlieue lyonnaise. Le premier est originaire de Saint-Genis-Laval, Mathieu Jaboulet, un des pionniers de la chirurgie vasculaire. En 1906, il tente la première xénogreffe au monde en implantant un rein de porc au pli du bras d'une femme en insuffisance rénale. Techniquement, il y arrive, mais il y a rejet. Un échec qui, cependant, ouvre la voie. 6 ans plus tard, c'est un natif de Sainte-Foy-les-Lyons, Alexis Carrel, qui reçoit le prix Nobel de médecine pour ses recherches sur la suture et sur la transplantation. Les bases théoriques sont là. Et au cœur des années 60, un étudiant lyonnais va se passionner pour ses travaux. Il mettra des années à concrétiser son rêve. Son nom, Jean-Michel Dubernard. Nous avons pensé que le moment était venu, sur la base de tout ce qui est publié dans la littérature et ce qui se fait au laboratoire, que le moment était venu de réaliser la première greffe de la main. En 1998, 4 mois avant les Américains de Louisville, l'équipe du professeur Dubernard réalise à l'hôpital Édouard Herriot la première greffe d'une main au monde sur un dénommé Clint Hallam. 2 ans plus tard, il va encore plus loin. Nouvelle première mondiale. Denis Châtelier, qui aujourd'hui a toujours ses mains, devient le premier greffé bilatéral. Je me rappelle de tous les instants. Je me rappelle du visage du donneur de Valence, du visage du donneur de Lyon pour Denis Châtelier, enfin pour tous ceux-là.
Donc on se rappelle de ça, on se rappelle de tout. Et puis, le stress, on le laisse de côté. Parce que bien sûr, on est stressé. Mais le stress, on le laisse de côté, on verra après. Je commence un peu à bouger les doigts moi-même, grâce un peu au triné, à la trinée. Je bouge un peu les doigts, surtout de la main droite parce que je suis droitier. Ils ont des vies difficiles, et c'est pour ça qu'on travaille. On ne travaille pas pour être des pionniers, pour faire les trucs là, on travaille pour rendre service aux patients. Afin d'évaluer cette technique novatrice, les pouvoirs publics français l'ont fait entrer dans le champ de la recherche médicale. Ils ont donné l'autorisation à l'équipe lyonnaise de pratiquer 7 opérations. Les 7 greffes bilatérales se sont toutes déroulées dans ce bloc. On n'opère que les patients amputés bilatéraux. Pourquoi bilatéraux? Encore une fois, parce qu'il faut que l'équilibre bénéfice-risque soit à la bonne place. Faire cette opération avec tout ce qu'elle en comporte, de risques, de suite, chez quelqu'un qui a une main, c'est trop. Trop de risques par rapport aux bénéfices. Chez quelqu'un à qui il en manque 2, ça va. Il a fallu 16 ans pour réaliser les 7 opérations autorisées, parce que les donneurs sont rares et parce que le choix des receveurs est strict. Il faut des individus prêts à assumer 3 ans de rééducation et un suivi médical à vie. Régulièrement, Jean-Michel revient à Lyon pour des bilans, soit à l'hôpital Édouard Herriot, soit à la clinique du Parc. Sans cette collaboration entre le public et le privé, il n'y aurait pas assez de personnel qualifié. Elle est jolie, votre peau. Elle est jolie, ma peau. Ouais. Les cicatrices ils ont été bien faites aussi. C'est votre côté, ça, je crois. Hein, c'est le côté gauche, il me semble que vous avez. Moi, j'ai fait les deux. Est-ce que là, je vous touche? Je sens pas. Est-ce que là, je vous touche? Je sens pas. Oui, creux de la main. Quel côté? Le creux de la main droite. Les erreurs de localisation, ouais, mais... en termes de santé, c'est normal, tout à fait normal. Au début, ça va se préciser avec le temps. Oui, c'est une manière de dire. Quand Jean-Michel Schrive est en visite, tout le monde a envie de le voir. Maintenant, plus important. Peut-être. Parce que alors que celle-ci est un petit peu... Il faut dire qu'ils étaient 3 chirurgiens par bras à se relayer toutes les 3 heures lors de la greffe. Comment ça va? Je suis content de vous voir. Moi aussi. Ouais. Vous regardez votre travail. C'est ce côté-là, votre travail, à gauche. Non, c'était celui-là, moi. Ah ouais, tout le monde fait à droite. Hein? Il se cache. Il n'y a personne qui... C'était qui à gauche, alors? Il est très soutenant. Il est soutenant de l'équipe. C'est lui le patient, mais c'est lui qui nous traite. dans le sens où il nous communique et il nous convainc régulièrement de sa bonne disposition aux soins. C'est bien, regarde ça. Pas mal. C'est magnifique. Ouais. Évolution favorable. C'est des génies, ils font des choses incroyables. Quand je vais pas trop bien, je pense à eux, je pense à leur travail qu'ils ont fait. Je peux pas baisser les bras, je suis obligé de avoir la niaque pour y arriver. Maintenant, c'est devenu des copains. C'est un miracle d'avoir eu. Rentrer dans une proximité permanente avec le patient nous permet de les suivre, de les comprendre et de faire avec eux les bons choix. C'est comme ça que je l'entends, Jean-Michel Schrive, quand il dit c'est mes potes. Il peut compter sur nous. Mais nous, on peut compter sur lui. Et c'est un type formidable pour ça. D'examen de contrôle en examen de contrôle, ainsi va la vie de Jean-Michel Schrive, le 7e et dernier greffé autorisé. Ah, le froid, peut-être, je suis sensible au froid. Vous êtes venu en voiture, là? Ouais. En conduisant? Bah oui. Tout seul? Ouais. Je me suis longtemps posé la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Bah oui, c'est normal, hein, parce que c'est une grosse épreuve quand même. Bah oui, mais... Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et de temps en temps, ma fille me dit, ben oui, tu as fait le bon choix. Elle dit, allez. À partir de lui, un bilan global de la recherche est désormais possible. Bon retour. Ce qui est certain, c'est que les résultats sont excellents. C'est-à-dire que c'est beaucoup mieux que les prothèses. Ce qui n'est pas certain, c'est la durée de vie des greffons, parce qu'il y en a qui les perdent de rejet. Parmi nos 7 patients bilatéraux, il y en a un à qui on a ôté les greffes après 12 ans et demi
parce qu'elles ne tenaient plus. Elles ont été sujettes à un rejet chronique. Cette non-connaissance de la durée, cette ignorance de la durée des greffons, est une limite aussi, parce que finalement, les patients, quand vous leur demandez, quand ils vous disent combien de temps ça va durer, vous leur dites, jusqu'à présent, ça marche pour tant, mais pour vous, je ne sais pas. 1 an, 4 mois. Oui. L'équipe lyonnaise souhaite que l'opération entre dans la routine, devienne banale et soit remboursée. Mais avant cela, les pouvoirs publics demandent encore une étude médico-économique pour comparer greffe et prothèse. Pendant 16 mois, nous avons eu la chance de suivre Jean-Michel Schrive, l'homme dont la vie est pareille à un scénario de cinéma. Cet endroit est un peu magique pour moi. C'est un peu magique parce que quand je vois cet écran devant, bon là il est blanc cet écran, mais quand je vois que c'était le film Réparer les vivants et qu'on m'a réparé, on m'a mis des nouvelles mains, enfin des nouveaux avant-bras, c'est un peu un miracle. C'est un miracle. Your fight is mine. Ton combat est le mien. Je me suis fait tatouer la date, quoi, parce que c'est vraiment la soirée qui m'a marquée. C'est le petit tatouage pour papa. Le donneur a donné ses mains et il m'a redonné la vie. Je me pose des questions, je me dis qu'est-ce qu'il était. Il m'a donné des belles mains, ce donneur. Et je le remercie. Moi, ma vie n'était pas finie. Elle n'était pas finie et j'avais encore beaucoup de projets, donc il fallait que je reste en vie et que je sois autonome. Je ne veux pas survivre, je veux vivre encore. Et là, pour l'instant, on est bien parti. Je ne pense plus à la mort, je ne pense pas. Pour moi, la vie continue, elle est même peut-être plus belle qu'avant encore. Parce que je profite beaucoup mieux. C'est plus pareil du tout. Plus pareil du tout. On se tracasse avec rien. Et puis, la vie est belle. La vie est belle. On se retrouve ici à la faculté de médecine de Lyon, dans cette véritable ruche qui compte plus de 12 000 étudiants, dont Alexandre Madère et Camille Bach. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes respectivement en 4e et 5e année. Je vais vous demander de vous replonger dans vos souvenirs. La première fois qu'on arrive dans cette immense fac, on prend peur? Ouais. Ouais. On a un peu le vertige, ouais. On est impressionné. Qu'est-ce que c'est? On se dit, est-ce qu'on a fait le bon choix? Ça... Je pense qu'on se le dit un peu plus tard. On se le dit quand on commence la première année. Avant, c'est difficile de se rendre compte. Mais quand on arrive dans cet amphi, puisque les présentations, elles se font dans cet amphi, ouais, on a peur. Rien que la structure et le nombre d'étudiants aussi. Enfin, quand on arrive à plus de 2000 étudiants, on a l'impression d'être perdu dans une masse. On ne sait même pas qui est qui. Enfin, puis ça change du lycée, quoi. C'est assez impressionnant. Pourquoi avoir choisi la médecine, d'ailleurs? C'est quoi? C'est un rêve de gosse? C'est venu plus tard pour vous? Moi, c'est venu début du lycée, fin du collège, début du lycée. J'avais envie d'être dans le soin. Alors, médecine, c'est venu peut-être plus tard, mais déjà kiné, sage-femme, ces métiers m'intéressaient beaucoup. Et vous, Alexandre? Moi, personnellement, j'étais beaucoup plus partagé entre plutôt la recherche et la science ou la médecine. Je savais que c'était dans le domaine scientifique, mais au départ, je m'entrais plus dans la recherche. Et puis après, je me suis dit que je voulais aussi beaucoup de relationnel, pas être derrière dans un labo toute la journée. Donc voilà, je suis parti plutôt sur la médecine. Maintenant, vous faites partie des meubles un peu, parce que ça fait 4 et 5 ans que vous êtes ici. Qu'est-ce qu'on apprend en 4 et 5 ans? Beaucoup de choses. Ouais. C'est vrai? Beaucoup de choses, ouais, beaucoup de théorie, pas forcément beaucoup de pratique au début. La théorie, là, on commence plutôt par la théorie, la pratique vient un peu ensuite, mais
C'est quoi votre quotidien? Une journée Journée pour- type, ça va être du 8h midi, un peu de pause, après 13h, 18h, un peu de pause et 19h jusqu'à des fois tard le soir, voire dans la nuit. Donc vous pour faites arriver des semaines de 50 heures, on va dire. Quasiment, ça peut arriver, ouais. Surtout en période de révision, au quotidien, c'est... Ouais. Alors, c'est énormément de connaissances, hein, parce qu'il y a plus d'une vingtaine de spécialités. C'est pas du bourrage de crâne à certaines périodes? Les périodes de révision, on a vraiment l'impression que c'est ça, qu'on essaie d'ingurgiter le plus de détails, parce qu'on a quand même un concours à la fin de la 6e année qui nous demande de restituer tout ça. Mais les stages, c'est aussi le moment d'appliquer tout ça. Donc, on se rend compte que c'est vraiment utile. Vous l'avez dit, hein, c'est la 6e année, c'est le bout du tunnel pour vous. C'est le concours. Vous savez déjà ce que vous voulez faire après? Dans le meilleur des cas, vous avez une belle place dans le concours. Vous avez donc le choix dans votre discipline, hein, pour expliquer au public. Vous, personnellement, ce serait quoi? Moi, je prendrais quelque chose d'assez général, d'assez large, donc de la médecine générale ou de la cancérologie, ce qui touche un petit peu à tout. Et vous, Alexandre? C'est à peu près la même idée, quelque chose de généraliste. Après, au départ, moi, j'étais plutôt orienté sur la pédiatrie, soigner les enfants. Et maintenant, plus ça va, plus aussi je propense à la médecine générale ou à l'oncologie aussi. Ça peut être des voies qui m'intéressent. L'hôpital public, ça vous intéresse? Ça vous fait peur? On en parle beaucoup en ce moment, des difficultés, des conditions de travail, du malaise général. Ouais, c'est sûr que forcément, nous, ça nous inquiète un petit peu de voir ça. Mais après, on n'a pas forcément tous les enjeux dans nos mains pour se rendre compte pourquoi il y a ces choses-là, etc. Donc après, c'est dur d'avoir peur forcément. Enfin, on peut pas... Je veux dire, on peut pas non plus se fermer à ça juste à cause de ce qu'on voit à la télé ou ce qu'on voit même en stage. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci, Camille et Alexandre. On va repartir à l'hôpital, direction le CHU de Clermont-Ferrand, cette fois dans un des services odontologiques. L'odontologie, c'est quoi? Les dents. Les dents. Les dents, merci. Parfait. Et c'est l'un des plus performants du monde. Pascal Franco et Jean Jazet nous expliquent pourquoi. Donc là, on a enregistré quelques dents adjacentes. Maintenant, on va enregistrer les dents antagonistes au maxillaire. Entre les mains de ce professeur, un patient qui a une dent cassée. Dans moins de 2 heures, il repartira avec une dent complète. Une caméra optique reliée à un ordinateur permet de créer instantanément un modèle d'une partie de sa dentition en 3 dimensions. Une empreinte numérique directement exploitable pour commencer à réaliser une prothèse. Si on prend une empreinte qu'on appelle avec des pâtes à empreinte, il faut attendre qu'elle soit transformée, coulée en plâtre pour s'assurer qu'on a bien obtenu le résultat qu'on souhaitait. Et là, on l'a de suite devant les yeux. Le fichier informatique est transféré au laboratoire. Les contours sont précisés. L'ordinateur fait une proposition. Grâce à un logiciel, l'infoprothésiste va apporter quelques modifications pour réaliser le morceau de dent manquant à partir de ce bloc en céramique. En une dizaine de minutes, cette machine pilotée par l'ordinateur va usiner automatiquement la prothèse. Une petite rectification manuelle, un peu de peinture, 20 minutes de cuisson. La couronne est prête en moins d'1 heure. L'avantage, oui, c'est que c'est plus propre déjà, on gagne un petit peu de temps bien sûr, et les travaux sont un petit peu plus précis. Retour dans le box, c'est le moment de vérité. La couronne usinée est collée sur la dent cassée par une étudiante. Utiliser les nouveaux outils numériques est un des travaux pratiques courants pour les futurs praticiens issus de la faculté dentaire de Clermont-Ferrand. Une offre de formation unique en France. C'est des étudiants qu'on prend de manière très précoce, c'est des étudiants de 4e année et ils vont acquérir ces nouvelles techniques, ces nouvelles pratiques de manière extrêmement rapide, peut-être même plus rapide que des techniques conventionnelles qu'ils apprennent également en parallèle. Là, pareil, c'est bon, et en vestibulaire c'est pareil. Eh bien c'est parfait. Je ne connaissais pas, c'est la première fois que j'ai affaire, mais je suis content d'eux, parce que j'ai l'impression qu'ils sont compétents dans ce qu'ils font, donc je suis tout à fait en confiance ici. Le service d'odontologie du CHU Estin a déjà réalisé près de 3000 prothèses.
Si la technologie commence à se répandre dans les cabinets, à la faculté dentaire de Clermont-Ferrand, cela fait une dizaine d'années que le numérique passionne praticiens et enseignants-chercheurs. Tout est parti de l'acquisition de l'une des premières caméras optiques. Le CHU et la région financent les recherches, les industriels emboîtent le pas. Aujourd'hui, l'hôpital public et notamment les CHU ne peuvent plus avancer au niveau recherche et technologie sans partenariat avec des industriels. C'est un échange de bons procédés, de la mise à disposition de matériel. Nous, on teste, on fait évaluer, on fait des retours à l'entreprise et les technologies avancent. Ouvrez, fermez, à droite, à gauche. Super. Un des domaines d'excellence du service d'odontologie, c'est la réalisation de prothèses complètes, plus communément appelées dentiers. Le processus commence avec une prise d'empreinte classique. Voilà, super. C'est ensuite que le numérique entre en action. Au laboratoire, les empreintes sont scannées avec précision. Rapidement apparaît un modèle informatique. Donc là, ça y est, l'acquisition est terminée. Il est en train de reconstruire en 3 dimensions notre empreinte. Très facilement, le praticien affine les propositions faites par l'ordinateur. Donc là, nous avons le montage des dents qui nous est proposé. Nous avons des bibliothèques de dents avec des fournisseurs différents, des formes et des tailles de dents. Et on peut choisir le type de montage à réaliser. À partir d'un disque en résine, une usineuse 5 axes produit une prothèse d'essai que le patient va tester avant la réalisation du dentier final. Le grand avantage à Clermont-Ferrand, dans le service d'odontologie, c'est grâce à des fonds du CHU et des fonds de recherche européens, on a pu faire l'acquisition de l'intégralité de la chaîne numérique et de production. Ce qui nous permet de vraiment maîtriser de bout en bout toutes les étapes. De plus, les praticiens cliniciens qui participent aux consultations avec les patients participent également à toutes les phases de laboratoire de prothèses. Ainsi, ils ont une vraie expertise dans ce domaine qui est assez complexe. Pour l'instant, il faut encore coller les dents sur la prothèse finale. Mais bientôt, certainement, le dentier sera usiné d'un bloc. La réalisation de prothèses, simples ou complexes, est le fruit d'un intense travail de recherche. Donc ça, c'est le logiciel qu'on vient juste d'acquérir, c'est la dernière version, là. Oui, c'est la dernière version. Et là, c'est le logiciel qui fait une simulation de traitement orthodontique. Sans cesse, les praticiens enseignants-chercheurs s'efforcent d'améliorer les processus de fabrication, de modélisation. Certaines personnes travaillent sur un système, sur le développement par exemple des couronnes, des bridges, d'autres travaillent sur le développement des appareils, des dentiers, des choses comme ça, et d'autres sur l'orthodontie. Notre objectif, c'est de rassembler tout ça de telle sorte d'être le plus pertinent dans notre thérapeutique, parce que c'est rarement un traitement, c'est rarement une discipline. Les logiciels testés, toujours plus puissants, sont pleins de promesses pour l'avenir. Ils permettent déjà de faciliter la pose de racines artificielles. Demain, peut-être, de permettre la reconstruction de morceaux entiers de mâchoire au CHU Estin de Clermont-Ferrand. Le baveux, oxygène. Ok, tu veux quelle taille de baveux La plus petite, nouveau-né. Le néonat ou le primaire? Alors vous le voyez, à la faculté de médecine, il n'y a pas que les cours magistraux, il y a aussi la pratique. Ici, au Centre lyonnais d'enseignement par la simulation en santé, avec des mannequins haute fidélité. Jean-Christophe Sejka, vous êtes docteur anesthésiste, tout à fait, oui. Formateur en ici, simulation, oui. en simulation. Expliquez-nous comment ça se passe alors. Alors, on sait que les cours en université, on retient très très peu. On retient 3% de ce qu'on apprend. Au bout de 3 mois, on a tout oublié en fait. L'intérêt de la simulation, c'est de mettre les gens en situation. Donc, ils sont face à un mannequin qui simule un patient. Ce patient simulé a des pathologies qu'on peut faire évoluer de la régie. On peut diriger les paramètres qui
qui représente l'état de santé du mannequin. Et en gros, vous faites des scénarios, on c'est fait ça? des scénarios. Vous faites Et des scénarios. l'équipe gère une pathologie qui est simulée sur le mannequin. Vous faites des scénarios, vous glissez quelques pots de banane de temps en temps, le pouls qui s'accélère. Vous pouvez intervenir, faire n'importe quoi sur ce bébé, en fait. Alors, ce ne sont pas vraiment des pots de banane parce qu'il y a des objectifs pédagogiques dans tout ce qu'on fait. Et donc, un des principes de la simulation, c'est la bienveillance. Donc, on est là pour enseigner des principes pédagogiques. C'est quoi? C'est travailler la réactivité? La réactivité de l'équipe, les connaissances, et puis, effectivement, la communication de l'équipe, la gestion du stress, la connaissance de la situation. On sait que lorsqu'on est stressé, on oublie 30 à 50% de nos connaissances. Et donc, malgré tout, il faut arriver à faire une prise en charge adaptée qui permette de faire évoluer le patient simulé dans le bon sens. La règle, c'est quoi? C'est jamais une première fois sur un patient? Alors ça, c'est l'idéal tel que ça a été inscrit dans les textes de l'HAS, la Haute Autorité de Santé. Depuis 5 ans en France, on a un petit peu de retard sur les anglo-saxons, mais cette activité va vraiment croissant d'une manière exponentielle. Et l'idée, c'est que les gens passent le plus souvent possible en simulation, de manière à travailler un petit peu cette connaissance du travail d'équipe, cette connaissance de la communication. On s'inspire beaucoup de ce qui se fait en aéronautique, où là, pour le coup, on a 30 ans de retard sur l'aéronautique. Merci Jean-Christophe, merci. On quitte Lyon pour Sallanches, en Haute-Savoie. L'hôpital dispose d'un service SOS gelure. Cet hiver, une dizaine de personnes s'y sont fait soigner, dont Elisabeth Revol, la rescapée de l'Himalaya. Regardez ce reportage de Françoise Gay, Grégory Lespinasse et Jean-Pierre Ardito. Pakistan, janvier 2018. Elisabeth Revol réussit l'ascension du Nanga Parbat, le 9e sommet le plus haut de la planète. Mais la descente est un cauchemar. Un compagnon de cordée à l'agonie, 2 nuits aux alentours de 7000 mètres d'altitude, des températures de moins 40 à moins 50 degrés, les pieds et les mains de l'alpiniste ne résistent pas. À l'issue d'un sauvetage périlleux, les gelures de l'alpiniste dromoise sont d'abord prises en charge de Chamonix par le Dr Koshi. Le Dr Koshi, un des pionniers de la télémédecine de haute montagne. De retour en France, la jeune femme poursuivra son traitement à Sallanches, en Haute-Savoie, avec les plus grands spécialistes français de la pathologie du froid. Alors généralement, avant d'être au stade de gelure grave, on a mal, on a froid aux pieds, aux mains, on sent que le froid est en train d'engourdir les extrémités et puis quand on est gelé, on n'a plus mal, on ne sent plus rien parce que le stade de la gelure est installé et qu'on a passé le stade de la douleur. D'accord, bon, ok. Le docteur Champly dirige le service SOS gelure de l'hôpital de Sallanches. Situé au pied du massif du Mont-Blanc, l'établissement s'est taillé une sérieuse réputation en matière de traitement des pathologies du froid et de l'altitude. Depuis une vingtaine d'années, 150 patients ont bénéficié de protocoles de soins et de recherche mis au point ici. Des alpinistes, mais aussi des personnes à la rue ou des accidentés du travail. On centralise toutes les gelures graves nationales. Donc ce n'est pas une pathologie qui est très, très fréquente. Des gelures graves par an, il y en a 5 ou 6. Mais les gens qui ont des gelures graves et qui ne sont pas traités avec des protocoles adaptés sont généralement amputés. Donc on a une vraie plus-value. Éviter l'amputation, c'est la priorité, l'objectif numéro 1. Première étape, déterminer le stade de la gelure en suivant un protocole précis. Déjà, il faut extraire la personne la plus rapidement du froid, parce que plus on laisse la personne gelée, plus les lésions sont irréversibles. Et puis, il faut, dès qu'elle est sortie du froid, la réchauffer activement pendant 1 heure dans un bain d'eau chaude à 38 avec un antiseptique. Et une fois que le pied ou la main ou les mains sont réchauffées, on a une limite qui se dessine et qui fixe le stade. Donc, par exemple, sur un pied comme ça, on voit bien que la limite de cyanose, c'est toute la limite foncée. Elle touche l'avant-pied, donc elle passe cette articulation entre le pied et l'orteil. Et donc c'est un stade 4, c'est la gelure la plus grave qui existe. Un pronostic affiné par des scintigraphies osseuses au cours de la première semaine de traitement. Mais éviter l'amputation n'est pas toujours possible. En 2013, Gaël Cavalier en a fait la douloureuse expérience. En mai, cette année-là, l'alpiniste haut-savoyarde se lance en solo dans l'ascension de la face nord de l'Aiguille Verte, dans le massif du Mont-Blanc. Piégée par le mauvais temps et les mauvaises conditions de neige, la jeune femme se réfugie durant 4 jours et 4 nuits dans une crevasse, à 4000 mètres d'altitude,
une expérience effroyable qu'elle raconte de façon très détaillée dans son livre « 100 heures de solitude ». Récupérée en hypothermie à 32 degrés, Gaëlle ne s'est pas rendu compte que ses pieds gelaient. J'avais l'impression qu'ils étaient en train de s'endormir un petit peu, comme une sensation de fourmillement. J'ai pas eu froid, j'avais des frissons de temps en temps, mais je pense que je suis descendue en hypothermie tout doucement. Si j'avais enlevé mes chaussures, ils m'ont dit qu'ils m'auraient probablement coupé les pieds entiers. Prise en charge à l'hôpital de Sallanches, Gaëlle bénéficie notamment d'oxygénothérapie dans le caisson hyperbare de l'hôpital de Genève, un traitement qui fait l'objet d'un programme de recherche avec la Suisse. Mais l'amputation de ses orteils est inévitable. L'étudiante, actuellement stagiaire en Suède, devra apprendre à vivre sans. Je voyais à court terme en fait, je voyais semaine après semaine les améliorations. Petit à petit, tout ce que j'arrivais à faire de nouveau, nager, marcher 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte que j'allais quand même pouvoir reprendre mes activités. Pendant un an, je faisais pas grand-chose. Et après, maintenant, je fais beaucoup d'escalade. Dès que je marche comme trop ou que je me mets à courir un peu trop dans une même semaine, j'ai quand même des douleurs. D'ici un an, le protocole SOS Gelure devrait livrer les premiers résultats sur le bénéfice de l'oxygénothérapie hyperbare pour les blessures comme celle de Gaëlle ou d'Elisabeth Revol. Mieux soigner les gelures, un enjeu de société, puisqu'en montagne, la plupart des victimes sont des jeunes en bonne santé. Un enjeu qui passe par la prévention, comment éviter ces gelures qui bouleversent toute une vie. Avoir chaud au niveau du buste, du tronc, de la tête, et puis avoir des bons gants, des bonnes chaussures, des bonnes chaussettes, pas trop serrées, bien boire, et puis pas trop serrer ses chaussures quand on sent que ça circule pas bien en périphérie. Retour à Lyon sur le parvis de la faculté de médecine avec une ancienne étudiante, Nicole Smolski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anesthésiste à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, auteur d'un livre intitulé « L'hôpital en réanimation, le sacrifice organisé d'un service public emblématique ». À vos côtés, Geoffroy Berthold, vous êtes infirmier aux soins intensifs de cardiologie de la Croix-Rousse à Lyon également, représentant syndical de la CGT. Depuis le début de cette émission, on voit des innovations incroyables dans le secteur de la santé, des étudiants plutôt heureux de leur sort. Et pourtant, tout n'est pas si rose dans le milieu hospitalier. C'est là tout le paradoxe finalement, entre une médecine qui avance à grande vitesse et un milieu hospitalier qui se dégrade. Comment vous vivez cette situation, Nicole ? Alors, moi, je suis très fière de mon métier, très fière de tout ce que j'ai pu faire et tout ce que mes collègues ont pu faire, mes collègues médecins, mes collègues infirmiers, etc., pour l'hôpital, pour le service public. On fait des choses extraordinaires. Je crois que la santé, elle a toujours évolué, la science a toujours fait d'énormes progrès. On dit qu'un médecin, il doit changer complètement tout ce qu'il a appris tous les 10 ans. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé. Par contre, ce qui a changé pas dans le bon sens, je dirais depuis ces 10 dernières années à l'hôpital, c'est qu'il y a eu un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'avant, l'hôpital était centré sur le patient, sur des objectifs humains. Maintenant, l'hôpital est devenu centré sur des objectifs de rentabilité et a perdu son côté humain, ce qui fait que l'ensemble des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, etc., a perdu ce sens au travail qu'il faisait venir dans le service public. C'est votre avis également, oui, Geoffroy ? On frôle la catastrophe certains jours. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation de rupture. Rupture entre l'envie de devenir praticien hospitalier, infirmier, aide-soignant, personnel technique, dans le service public hospitalier, au service des patients qui ont besoin de nous à un moment donné, et d'autre part, la réalité qu'on vit au quotidien, qui là devient... C'est quoi cette réalité, justement ? Alors, la réalité, c'est, par exemple, dans un service d'urgence, l'impossibilité de trouver une solution immédiate à un patient qui en a besoin. On parle de patients qui passent 16 heures dans les services d'urgence sur les brancards, par exemple. En fait, ce qui se cache derrière, c'est que nous n'avons pas les lits d'aval pour accueillir les patients, et encore moins le personnel qui va avec. Alors, on voit la parole, elle se libère aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de pétitions, de lettres ouvertes.
Les ministres passent, les réformes se succèdent. L'hôpital public est arrivé au bout d'un système aujourd'hui, vous pensez ? Moi, je pense que c'est la société qui est venue au bout d'un système qu'il va falloir qu'il y ait des choix politiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut demander au service public d'être rentable ? Moi, je pense que c'est antinomique. Un service public, il est là pour rendre des services. On est dans une société de solidarité et l'hôpital est là, un des fondements, un des cœurs de solidarité. Si maintenant on nous dit qu'il faut être rentable et qu'on ne peut plus assurer ces missions de service public parce que par principe elles ne peuvent pas être rentables, parce qu'on travaille 24 heures sur 24, 365 jours par an, qu'on prend en charge tous les patients et que le cœur de notre métier c'est de ne pas les choisir, c'est de tous les patients qui se présentent, on doit les prendre en charge. Par principe, on n'est pas rentable. C'est votre avis également, Geoffroy, Écoutez, les choses sont simples. Quand à un moment donné, on nous demande de dire quel va être le soin qu'on ne fera pas, non essentiel pour le patient, parce qu'on n'est pas assez nombreux pour le réaliser, il y a un moment donné où on arrive à de l'écœurement personnel et où on se dit, si on ne fait pas des choix de société, à savoir est-ce que c'est essentiel de faire la toilette tous les jours. Et ce sont les mots de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui je cite, la logique de la rentabilité à l'hôpital est arrivée à son terme. L'hôpital n'est pas une entreprise. C'est quand même un aveu de faiblesse de la part du politique. Comment on en est arrivé là? Des actes. Nous, ce qu'on veut, c'est des actes là. On attend que, concrètement, notre collègue qui est absente, elle soit remplacée. On n'attend pas que notre directrice nous dise débrouillez-vous avec les moyens que vous avez pour accueillir tous les patients, ou alors en les laissant sur les brancards à l'entrée des urgences. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui? On peut parler d'un plan Marshall, par exemple, pour l'hôpital public? Un Grenelle de l'hôpital ou un plan Marshall de l'hôpital. Je crois qu'il faut que la société française et les politiques posent les vraies questions. Est-ce qu'on peut actuellement maintenir cette solidarité au sein du pays? Moi, je pense que quand la sécurité sociale a été mise en place, quand les hôpitaux se sont construits, on était moins riches que maintenant. Donc il faut savoir où on met l'argent. Et actuellement, l'argent, on ne le met pas dans les hôpitaux. On doit rendre 1,6 milliard pour les hôpitaux actuellement, alors qu'on est déjà étranglé. Donc on ne peut pas, d'un côté, comme le fait la ministre, dire on va changer, l'hôpital est arrivé au bout d'un système, et puis de l'autre côté, dire il faut rendre 1,6 milliard. Il faut choisir. Là, on est dans une discordance entre les affichages et le réel qui fait que nous, on sait que ça va craquer. Très bien, mais écoutez, je vous remercie Nicole Smolski et Geoffroy Berthom pour votre témoignage. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous pouvez la retrouver sur notre site internet aura.france3.fr. J'aurai le plaisir de vous retrouver le 2 mai pour un nouveau numéro d'Enquête de région. Merci de votre fidélité.